C'est bon? On y va, c'est sûr? Je m'appelle Maxime Barbier, j'ai 34 ans, je suis le fondateur de Vertical Station. Ça fait 16 ans que je suis entrepreneur, j'ai commencé à 18 ans, je suis de sang breton, mais d'origine banlieusarde. Petit, je voulais être sportif de haut niveau, je voulais être sportif en basket. J'ai compris que je ne ferais pas carrière là-dedans. Et je suis arrivé à Paris à 18 ans et j'ai découvert le monde de la nuit. Donc pendant 7 ans, en fait, j'ai fait que ça. Donc je suis sorti tous les soirs quasiment. J'avais une boîte d'événementiel et j'organisais des soirées. Je m'occupais de DA de club, j'ai managé des DJ. Donc j'ai vraiment évolué dans ce milieu de la nuit, qui était un milieu fort intéressant à l'époque quand tu es jeune, mais à force d'être un peu ivre-mort tous les soirs, au bout d'un moment, t'en as un peu marre et tu construis pas grand-chose. Donc à 25 ans, 24 ans, j'ai décidé de changer, de revenir à un truc que j'aurais toujours voulu faire, c'était de la publicité. Sauf que la publicité n'a pas voulu de moi et coup de bol, j'étais très calé sur Facebook parce que quand je faisais mes soirées, j'ai vraiment utilisé Facebook à fond. Et à l'époque, c'était il y a 10 ans, donc Facebook venait à peine d'arriver. J'étais dans les premiers à avoir 5000 amis, donc je connaissais bien la plateforme. Et Facebook commençait à bien démarquer en 2010. Et une pote m'a dit « Ouais, on est dans une grosse agence d'email et on a besoin de monter une offre Facebook. Est-ce que tu veux pas venir nous rejoindre, écrire un truc là-dedans, nous faire un peu du consulting ?» J'ai dit bah, « Ok, pourquoi pas, mais ça sera 3000 € par mois. » Et au bluff, tu vois. Donc elle dit « Ok, go. » Je dis « Ok, go. » Donc je suis parti pour faire 6 mois là-bas. Et c'est là où j'ai rencontré mon associé actuel, Laure, à qui j'ai fondé donc, Vertical Station, enfin Minutebuzz, maintenant Vertical Station. Mais on n'a pas fait ça avant. Avant, on a lancé une autre boîte en 2010 qui était sur du mobile shopping, parce qu'à l'époque, c'était très tendance. C'était à l'époque de l'iPhone 3, iPhone 4, putain, ça me vieillit tout ça. Où en gros, tu mettais mobile, shopping, réseaux sociaux, c'était les buzzwords de l'époque. Et donc, on a eu une idée de créer une application où tu pouvais faire une fiche produit à partir de ton téléphone. Donc maintenant, ça peut paraître anodin, mais à l'époque, ça n'existait pas. Et grâce à ça, sur un PowerPoint, on lève 300 000 €. Et donc, on a assez d'argent pour que Laure quitte son job, que moi je me mette un plein temps aussi là-dedans. Et donc on lance ce projet-là, sauf qu'arrivé 6-8 mois plus tard, on se rend compte qu'on a déjà cramé pas mal de cash, que ça ira pas très loin. Sauf qu'à côté de ça, moi j'avais monté un petit blog qui s'appelait Minutebuzz, qui était un blog sympathique, qui était une sorte de journal des bonnes nouvelles pour faire la promotion de tout ce qu'il y a de plus extraordinaire sur le web et sur cette terre. Et on a dit à nos investisseurs, ok, on peut aller à fond dans ce projet-là, mais à mon avis, il y a un mur. Ou alors, prenons l'argent qui reste et montons Minutebuzz avec ça. Et donc, on a pivoté, on a fait Minutebuzz en novembre 2010. Et ensuite, on a fait 2011-2012, qui ont été des années n'importe nawak, catastrophiques, jusqu'en 2012 où on doit déposer le bilan. Moi, je fais un burn-out, c'est une sale année. Mais au moins, on apprend que c'est important d'être rentable, parce qu'en France, on a tendance à dire c'est bien entrepreneur, lève des fonds, gagne de l'argent, va à fond. Non, non, c'est plutôt essaie de dépenser moins que dépenser moins que ce que tu gagnes. Et ensuite, 2013, 2014, 2015, c'est un peu là où les plateformes sociales commencent à vraiment exploser. On avait un site à l'époque, on avait 500 000 visites par mois et on a commencé à gagner 1 million de visites par mois jusqu'à 25 millions de visites par mois en milieu 2015. Et fin 2015, on se rend compte que les plateformes sont en train de changer et que l'usage est en train de changer. Et en 2016, on décide de fermer notre site internet pour devenir le premier média à n'avoir plus de site internet parce que on était convaincus que l'attention des jeunes des 18-35 ans serait dans leur plateforme, donc ils ouvriraient leur téléphone, mais surtout, ils iraient dans Facebook, dans Instagram et dans Snapchat. Et je te la fais très courte, et en 2010, même année, fin 2016, on rejoint TF1, donc on a cédé la moitié de la boîte au groupe TF1, donc on fait partie de la famille TF1 maintenant. Et 2018, on est devenu Vertical Station. Ça m'a rien apporté les études, non. Bah, je suis un peu, en fait, c'est marrant parce que j'ai donné une conférence hier à des bachelors dans une école de commerce et les profs ils me regardent un peu mal. Mais en fait, je trouve qu'on vit une époque incroyable où en fait il y a Internet et les réseaux sociaux qui existent et c'est quelque chose qui n'existait pas il y a encore 40-50 ans. Et que maintenant, quand tu es passionné ou que tu as du talent, en fait, tu peux vivre de ta passion, que ce soit l'écriture, que tu sois bon à dessiner, à chanter, à parler, à vivre. Enfin, il y a plein de choses, que tu sois passionné de Tamagotchi, enfin, tu peux vraiment vivre de ta passion. Donc à partir du moment où tu as trouvé ta passion, je pense que ça sert à rien de faire des études. Et puis surtout que l'information est maintenant vachement accessible. Alors qu'avant, pour avoir l'information, il fallait bien sûr aller dans une école. Maintenant, on a un truc qui est génial qui s'appelle YouTube. Donc je pense que les écoles, c'est bien à partir du moment où tu ne sais pas trop ce que tu veux faire. Ça te permet de rencontrer des gens, de faire des stages, de voyager, de faire des Erasmus, des cursus sympas. Mais à partir du moment où tu as une passion, tu as un truc qui te fait te lever tous les matins sans que tu comptes tes heures, va à fond là-dedans, quoi. Et je suis pas sûr que ta passion, ce soit vraiment les études, quoi.
Ouais, des échecs, j'ai que ça en permanence. Les plus gros, c'est celui que j'ai cité juste avant, c'est qu'en 2012, on devait déposer le bilan, on était à moins beaucoup sur le compte, qu'on a eu des gros problèmes d'argent, qu'on a dû se séparer on était une vingtaine, on a dû se séparer de 15 personnes, donc c'était horrible, c'était vraiment horrible. C'est une grosse cicatrice qu'on a gardée, mais qui est une bonne cicatrice, parce que c'est avec ça que tu apprends. Après, des échecs, il y en a plein. On est passé de 30 à 50 CDI en 2017, donc on a embauché un CDI tous les lundis, tous les jours, enfin tous les lundis, toutes les semaines. On a grossi trop vite, ça a été compliqué à gérer. On a lancé des projets, comme il y en a un ancien, c'était TF1 One, c'était une marque d'info. Au final, on l'a arrêté parce que c'était pas rentable, sauf que 6 mois après, Facebook a lancé l'adbreak, donc ça aurait pu être rentable. On a fait des mauvais choix stratégiques. En fait, je pense qu'il n'y a pas une entreprise, il n'y a pas un entrepreneur qui n'a pas connu 200 échecs, quoi. Et puis l'échec, c'est bon en fait. Moi, ce que je recommande souvent, c'est que de toute façon, si tu veux monter ta boîte, monte-la le plus tôt possible parce que tu vas te planter. Et il y a grande chance que ça ne soit pas la première boîte qui soit un succès, donc plus tôt tu commences, mieux c'est. Et après, les échecs, c'est pas la vie, mais ça te donne une nouvelle occasion d'apprendre, quoi. C'est le changement, une des valeurs clés qu'on a chez nous, parce qu'on vit 100% plateforme, donc en fait, on doit bouger au rythme des réseaux sociaux et ça bouge beaucoup. On a le positivisme et chez nous, on voit plutôt le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et après, on a ce côté famille qu'on aime bien développer, où on se soutient un peu tous et tu vois, on est taille humaine encore, on est 70, c'est pas 200 ou 300. Vertical, non, je dirais pas ça. En gros, on est passé en 2015-2016 par le concept d'entreprise libérée, je sais pas si ça vous parle, qui est sympa quand t'es 15, je pense, qui est moins cool quand t'es 70, 100, où en fait, c'était complètement horizontal, pas de hiérarchie, des trucs un peu indépendants, des équipes qui faisaient un peu ce qu'elles voulaient. C'était une expérience sympa, mais en fait, on était 30 quand on était comme ça et on a rajouté 50 personnes en un an, donc ça a été un énorme bordel et on est revenu à quelque chose de plus classique. Et il y a 2 ans, on a découvert un truc incroyable qui est le Lean, L-E-A-N, le Lean Management. Donc il y a une stratégie, une façon de manager, une façon de voir la vie, c'est un mindset. Et donc moi, je suis coaché là-dessus et donc on suit cette stratégie depuis 2 ans. Et donc maintenant, on a des team leaders. Donc en fait, on a des groupes leaders et des team leaders qui managent leurs équipes. Et le team leader est non opérationnel, il est vraiment là pour faire en sorte que ses équipes soient en capacité de réussir. Donc il passe sa journée sur le terrain à côté de ses équipes. Un truc que je recommande dans l'entrepreneuriat qui est assez sympa, c'est que j'ai pas l'impression de travailler. Comme dirait le fameux Confucius, trouve un travail que t'aimes et tu ne travailleras plus jamais de ta vie. Donc pendant 10 ans, j'aimais pas les vacances, j'aimais pas les week-ends, je trouvais que c'était une perte de temps et ça m'enlevait de ma passion qui était de venir chez Minbuzz. Donc ça, j'ai toujours regardé ça et je l'ai toujours, donc ça c'est assez cool. Donc ce qui me motive, si on monte d'un cran, c'est plutôt le fait d'avoir toujours cette liberté de pouvoir innover, tester des trucs. Et j'ai un job que j'adore parce qu'en fait il me garde à la page. C'est-à-dire que je suis vraiment en plein dans les plateformes. Tu vois, là je suis à fond dans TikTok alors que je suis pas la cible. Et donc en fait j'adore parce que j'ai l'impression de vraiment bien connaître mon époque dans laquelle je vis grâce à ce métier. On est bénévole. On est une association de loi 1901. Tu peux d'ailleurs, si tu veux, on a des mecs dans la rue, tu sais, qui sont là avec leur gilet. Non, en gros, on vit essentiellement du brand content. Donc notre métier, c'est de créer du contenu avec les marques. Donc en gros, on a 17 millions d'abonnés sur les plateformes. On crée beaucoup de contenu, on gagne 0, mais qui permettent d'animer la communauté et d'avoir un média très puissant. On est le plus puissant sur les plateformes. Et de temps en temps, 20% du temps, on crée des contenus avec les marques qu'on diffuse à ces audiences. Donc c'est ce que moi j'appelle la bonne publicité. Parce que c'est un contenu qui est créé par nous, donc certes il porte le message de la marque, mais il est créé par nous pour garantir que l'audience va l'aimer, donc c'est pas le truc achète-moi un pot de yaourt, c'est carrément différent. Et 30% de notre business, c'est de la marque blanche, donc on crée du contenu pour les marques, pour les annonceurs, mais directement sur leurs réseaux sociaux à eux. Une marque a besoin d'émerger, elle a besoin de se créer une ligne édito sympa ou de créer une nouvelle marque, et ben en fait, elle a fait appel à nous parce qu'on a une agence qui s'appelle La Fusée, qui est une agence intégrée chez nous, qui gère production, ligne édito, développement, amplification, community management, qui fait vraiment tout pour l'annonceur. Et donc ça représente une bonne partie de notre business maintenant. Parce qu'en gros, fin 2015, début 2016, on voit qu'il y a un changement qui est en train de se faire, que déjà Facebook envoie de moins en moins de trafic. Donc avant, les plateformes étaient là pour pousser du lien. Et donc en fait, les gens allaient sur Facebook, ressortaient sur des liens. On a vu que Facebook était en train de changer ça pour dire ok, maintenant ça va se passer chez moi et puis à l'extérieur. Donc on a fait 25 millions de visites. Et puis chaque mois, on redescend, on repart d'1 million de visites alors qu'on ne changeait pas grand chose. On s'est dit ok, le vent est en train de tourner. Et on a vu l'émergence de la vidéo.
et tu faisais une vidéo sur ton site, tu la mettais sur ton site et tu disais aux gens de Facebook d'aller voir ta vidéo. Donc déjà, il y a peu de gens qui cliquaient. Sur les gens qui cliquaient, il faut qu'ils arrivent sur ton site, qui cliquent sur la vidéo, c'était l'enfer quoi. Alors que la même vidéo, on a commencé à la poster directement sur Facebook et là, on faisait des millions de vues, tu vois. Donc on s'est dit, ok, il y a un truc à faire et moi, je ne vais plus sur des sites internet. Donc je me suis dit, c'est chiant d'aller sur un site internet. Et là, tu vois, encore une fois, Facebook vient de lancer le checkout là, qui va être déployé. C'est maintenant, tu vas pouvoir acheter les produits directement dans Instagram. Tu vois une nana qui est avec son sac, tu cliques sur le sac, tu fais acheter, enfin tu es dans l'écosystème Insta quoi. Donc en gros un jour tu pourras acheter en un clic et donc il n'y a plus besoin d'aller sur des sites internet. On est passé moi je dis toujours on est passé d'un monde d'internet à un monde de plateforme. Avant on était www quelque chose et maintenant quand tu ouvres ton téléphone en fait tu vas sur Amazon, tu vas sur Facebook, tu vas sur YouTube tu vois. Et donc c'est des écosystèmes qui sont très indépendants quoi. Le plus important, c'est qu'à partir du moment où tu dis j'ai pas le temps, c'est que déjà t'as pas compris, parce qu'en fait, j'ai pas le temps est un non-sens. On a tous 24 heures dans une journée, on a tous 60 minutes dans une heure, donc on a autant d'heures, toi et moi. Donc en fait, ce qui est important, c'est surtout de passer son mindset de j'ai pas le temps à c'est pas ma priorité. Et donc il faut vraiment se mettre ça en tête, j'ai pas le temps de faire du sport, j'ai pas le temps de faire ça, j'ai pas le temps, c'est juste que c'est pas ta priorité. Donc ça c'est le premier, je pense, truc, et il faut arrêter de se convaincre soi-même que c'est un problème de temps. Non, c'est juste c'est un problème d'organisation et de priorisation. Tu regardes Netflix 8 heures par semaine, c'est pas grave, kiffe, il n'y a aucun souci avec ça. Mais dans ce cas-là, dis pas que t'as pas le temps de faire du sport. En fait, c'est un nombre d'heures en fait dans la semaine, c'est à toi de voir comment tu les attribues. Et je pense que la première étape, c'est déjà de prendre sa semaine et de regarder combien de temps tu passes sur les choses et de te rendre compte, tu vois, que en fait, si tu enlèves 2 heures de Netflix, peut-être que tu peux faire 2 heures de sport. Donc déjà, le problème de temps est résolu assez vite. Après, c'est un problème de motivation, parce que voilà. Et l'autre chose que je recommande souvent, c'est ce qu'on appelle la stratégie des petits succès. C'est que à un moment où tu te fixes un objectif, par exemple, tu veux te remettre au sport ou tu veux avoir 0 mail dans ta boîte à la fin de la journée, généralement, les gens se font un claquage, c'est-à-dire qu'ils partent d'un coup, ils y vont et au bout de 2 jours, ils sont démotivés. En fait, il faut prendre ton objectif et le décomposer dans des étapes qui soient si petites que tu es sûr d'avoir un succès à chaque fois. L'exemple que je donne tout le temps, c'est si tu veux demain courir, fais pas un 10 km demain, tu vas te faire un claquage et puis tu vas trouver ça trop dur, tu vas te dégoûter, tu vas avoir des courbatures, à l'enfer. Fais un tour de pâté de maison, quoi. C'est ridicule, ouais, mais fais un tour de pâté de maison, rentre chez toi. Succès. 3 jours après, tu fais 2 pas de tour de maison, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et pour les emails, c'est pareil. Il y a des gens, ils veulent trier ils se disent, ouais, je fais 0 inbox ce soir. Il ouvre sa boîte mail et il voit qu'il a 8000 mails en attente, tu vois, je sais pas. Déjà, ok, archive certains, commence petit à petit, archive-en juste 100, tu vois, et ainsi de suite, quoi. Donc ça, c'est pour la productivité. Et le conseil numéro 1 que vous entendrez partout, il faut désactiver ces notifications. Okay. Partout. Partout. Hyper important. C'est la base de la base de la base. Toute personne qui veut bosser la productivité avec moi, si elle a ces notifications, je lui parle pas, quoi. Franchement, c'est l'enfer. Tu es en train de travailler, t'es en train de enfin, c'est pas possible. Le seul que tu peux garder, à la limite, c'est le SMS et le téléphone. Sauf si tu es un accro au SMS, mais dans ce cas-là, non. Mais moi, je sais que le SMS, c'est généralement quand un mec t'envoie un SMS, c'est que c'est plutôt important, tu vois. Puis si le mec, il a vraiment envie de t'avoir, généralement, il va t'appeler. Et c'est pareil, les emails, c'est quelque chose qu'il faut pas. Si tu traites tes emails plus d'une fois par heure, c'est pas bon, tu vois. C'est pareil, attends d'en avoir plein, fais-les par batch. Il y a plein de petits trucs comme ça. Il y a un bouquin qui est génial que je vous recommande, ça s'appelle La 25e heure. C'est un pote, Bao, qui a interviewé 300 entrepreneurs pour leur demander leurs conseils de productivité. Et le bouquin, c'est plein de petits bons conseils. Ouais. J'essaie de transpirer ça au sein de mes collaborateurs, c'est clair, tu vois, genre chez nous il n'y a pas d'email en interne par exemple, on marche tout par Trello, à chaque fois que je vois quelqu'un avec ses notifs, je dis mec enlève tes notifs, mais bon les gens sont accros, on essaie de mettre des trucs en place pour faire en sorte que ouais, la boîte soit plus productive, c'est clair. Après, les gens ont un peu de mal avec cette notion de productivité. En fait, les gens ont envie d'être plus efficaces, mais le terme productivité les rebute un peu. Je me fais tout le temps traiter de robot, des trucs comme ça. Sauf qu'il y a une phrase de Jean de la Roche-Brochard que j'adore, qui est organisé comme un robot pour vivre comme un humain. Et en fait, ce que les gens ne perçoivent pas, je trouve, dans la productivité, c'est que, en fait, j'ai envie de vivre plus. Donc ça m'oblige à être plus productif. C'est-à-dire que je veux aller au sport tous les jours, je veux aller au resto tous les soirs, je veux faire des brunchs, je veux travailler 60 heures par semaine, je veux voir ma nana, je veux faire ci, je veux faire ça. Donc à un moment donné, si j'ai envie de faire tout ça et de vivre autant, il faut absolument que je sois bien organisé, quoi. Le premier concept que j'ai mis en place, c'est le concept de la semaine en bloc. C'est de ne plus voir sa semaine comme matin, soirée, week-end, mais voir comme une succession de blocs. Donc tu as 24 blocs par jour, donc 24 fois 1 heure par jour, tu as des blocs. Et en gros, j'ai dit tout ce que je voulais faire dans ma semaine et je me dis ok, je veux dormir 7 heures par jour, je vais faire du sport 2 heures par jour, blablabla. Donc je me suis donné un volume de blocs et donc j'ai dessiné un agenda et je me suis dit est-ce que déjà tous mes blocs
rentre. Et j'ai vu qu'il y a des trucs qui rentraient pas et je me suis dit, ok, mais qu'est-ce que je peux faire pour changer ça? Et en fait, je me suis dit, le bloc 22h minuit, il n'est pas très efficace, quoi. Tu vois, tu es chez toi, bon, tu flânes un peu, tu vois, tu es un peu fatigué, en plus tu n'as plus de cerveau parce que ta journée t'a défoncé. Je me suis dit, bah vas-y, je me suis inspiré de Kazé Nesta là-dessus et j'ai dit, faire comme lui, je vais essayer. Et j'ai pris mes 22h minuit avec mes 6h, 8h et j'ai transmuté ces deux trucs-là. Donc je me suis dit, ok, bah, le 22h minuit où je suis éveillé, je vais être éveillé de 6h à 8h. Et le 6h, 8h où je dors, bah, je vais le dormir plus tôt. Donc je ne l'ai pas fait pareil, pas de claquage, j'ai fait petit à petit. Sauf que maintenant, en fait, je me couche à 22h30, à 23h, je suis au lit. Je me lève à 6h et de 6h à 8h, j'ai une morning routine où je fais énormément de choses que je ne pouvais pas faire avant dans mes journées. Comme je lis 30 minutes tous les matins, ce qui fait que je peux lire un livre tous les 10 jours. Avant, je n'arrivais pas à faire ce truc-là, tu vois. Et je commence ma journée à 8h, je sais ce que je dois faire, j'ai l'impression d'avoir déjà eu une vie, je suis éveillé, je suis en forme, donc c'est agréable. C'est appréciable. Après, c'est pareil, j'étais en Australie, à Sydney, c'était pendant l'hiver là. C'est un mindset là-bas. Les mecs, tu te lèves à 6h, ils sont déjà tous dehors. Bon, après, tu as la plage, il fait beau, c'est différent. Mais c'est vrai qu'en France, c'est assez compliqué. Tu vois, genre, parce qu'on oublie que la morning routine se prépare la veille. Donc, si tu veux te lever à 6h et dormir 7h, il faut que tu t'endormes à 23h. Donc, il faut que tu te couches à 22h30. Donc, il faut que tu manges à 20h, etc., etc. Et donc, les Parisiens, ils mangent pas trop à 20h, quoi. Bah déjà sur mon Insta, dans mes stories à la une, je mets tous les bouquins que je lis. Il y en a un que j'aime beaucoup qui est Le pouvoir des habitudes. Je trouve qu'il permet de vraiment voir les choses différemment sur les habitudes, sur la clope, la drogue, toutes les vices qu'on peut avoir, ou se ronger les ongles. En fait, il explique en fait comment marche une habitude dans le cerveau. Qu'en gros, en fait, tu as un signal, tu fais ton habitude et tu as une récompense. Tu es en terrasse, signal, ok, tu fumes une clope. T'es détendu, ou tu te fais chier, bah, tu vas te prendre un café à la cafétéria. Sauf qu'en fait, ce que tu te rends pas compte, c'est qui dit café, c'est un autre signal, qui dit aussi chocolat, et ainsi de suite, et c'est comme ça que tu prends du poids. Et que pour remplacer une habitude, enfin pour changer une habitude, il faut la remplacer par une autre habitude. Et il y a tout un petit process qui est détaillé, que je trouve assez cool, qui est un livre assez sympa. Et là, le dernier livre que j'ai lu aussi, c'est Les 12 règles de la vie de Jordan Peterson, qui est un philosophe, psychanalyste plutôt canadien, qui je trouve mais tellement inspirant ce mec-là. Et il donne 12 règles de vie qui sont franchement charmés. J'ai été longtemps drogué à la mort à Gary Vee. Je ne sais pas si vous connaissez Gary Vee, G-A-R-Y-V-E-E, qui est genre la resta entrepreneuriale digitale qui m'a inspiré de ouf. Tellement inspiré que j'ai fait comme lui en fin 2017 où j'ai fait un vlog de ma vie et de mon parcours d'entrepreneur en quotidien, le Daily Max. À la fin, j'avais même un réalisateur qui me suivait un peu partout et tout, c'était trop cool. L'idée, c'était de documenter l'aventure Minute Buzz à l'intérieur de la vie d'un entrepreneur. Bon, le marché français était clairement pas prêt à ce genre de truc, donc après maintes insultes, j'ai arrêté. Et Gary Vee, j'ai Simon Sinek aussi, que j'aime beaucoup, qui est quelqu'un qui est vachement inspirationnel sur la vision de l'entreprise, comment marche la quête de sens. Et le dernier, là, c'est Jordan Peterson, qui commence à faire plein de contenu, et tu l'écoutes, t'es là, mec, waouh. Incroyable. Et donc ces mecs-là, je les écoute 30 minutes tous les jours sur YouTube. 15 minutes le matin pour aller au bureau avec mes écouteurs en scoot et 15 minutes pour... Ouais, et en gros, alors ça c'est un autre challenge, donc ça fait partie des challenges sympas. En gros, quand j'ai fait... en fait, le fait de fixer un challenge très fort fait que ça tire la machine. Donc là, j'ai appris à boxer en 6 mois, donc ce qui est plutôt cool. Quand j'ai fait mon Daily Max, au début, la première fois que j'ai sorti mon téléphone pour me filmer face cam, tu vois que ça tremble, je suis pas très à l'aise, tu vois. Et le 100e épisode, super fluide. Et là, c'est pareil, je me suis dit, ok, comment on fait pour faire des podcasts? Parce qu'en gros, on a lancé des podcasts aussi chez Vertical Station. Je me suis dit, bah, quoi de mieux que d'essayer de faire un challenge? Donc au lieu d'en faire un, je me suis dit, bah, je vais en faire 100 en 100 jours. Ça va me forcer, ça va me contraindre à trouver du contenu et à me lancer. Et j'ai découvert une application qui est géniale qui s'appelle Encore, ou Anchor, je sais pas comment on dit, A-N-C-H-O-R, qui a été rachetée par Spotify, qui permet de faire des podcasts super simplement. Tu enregistres avec ton dictaphone sur ton téléphone, tu écris la description de ton podcast et lui se charge de la diffuser sur Apple, Google, Spotify, SoundCloud et tout. Donc franchement, une fois que le truc il est fait, tu peux zoomer sur les waves, tu peux couper, enfin c'est franchement charmé. Et donc j'ai essayé de faire 100 épisodes en 100 jours, bon j'en ai fait que 50 en 100 jours, donc j'ai fait un jour sur deux. Mais c'est cool, ça t'oblige à trouver des sujets et tu vois que les premiers, je faisais salut Énergie, c'est Maxime Herbier, je me reprenais à 5 fois parce que je voulais le faire en une prise. Maintenant c'est super fluide, ça sort tout seul, ça te décomplexe quoi. Plusieurs conseils. Le premier, c'est qu'il ne faut pas voir l'entreprise comme une finalité. C'est-à-dire qu'il faut, je pense, d'abord avoir une idée, trouver un truc qui te passionne et machin, avant de se dire ouais, je vais être entrepreneur, je veux créer ma boîte. Non, détends-toi. Déjà, tu peux être auto-entrepreneur et déjà
essaye de gagner 30 000 balles avec ce que tu fais avant de te dire je vais créer une SA, je vais machin, détends-toi. Lever des fonds, faut surtout pas que ce soit un objectif. Moi, je vois des fois des entrepreneurs qui disent ouais, je vais lever 1 million. Non, mais en fait, on s'en fout. Ton 1 million, qu'est-ce que tu as envie de changer en fait dans le monde? C'est quoi ton drive? Parce qu'une fois que tu auras ton 1 million, c'est que le début des emmerdes. Et l'autre chose, c'est je pense pas que ce soit les études qui vont t'aider à être entrepreneur. Donc, dans le sens où tu peux faire de la théorie autant que tu veux et tu peux avoir des profs d'entrepreneuriat. Tant que tu fais pas, tu sauras pas quoi. Et tu vas te planter. Ouais, tester, en fait, tu peux tester ton idée. C'est-à-dire que demain, tu veux, je sais pas, me lancer un produit, fais des petits premiers trucs. Si tu vois déjà que tes potes l'achètent pas, c'est que c'est pas bon signe. Ensuite, avant de te lancer dans un site à 15 000 € avec 36 000 fonctionnalités, fais plutôt un site one page, fais un peu de promo sur Insta, teste de la pub. Vas-y petit à petit quoi. Avant de monter la boîte, faire des statuts, payer des avocats, créer son compte, etc. Je trouve que les jeunes ils vont trop vite et qu'il y a plein de petites étapes à faire. Voilà là-dedans tu vois. Et ah oui aussi le plus important c'est l'associé. Franchement autour de moi 90% des boîtes qui sont plantées c'est à cause d'associés qui se sont frités, qui a un désalignement où il y en a un qui se donne à fond, l'autre qui se donne pas à fond et ça clash. L'association c'est très 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 compliqué et je pense qu'il faut absolument être clair d'entrée de jeu. Et un truc que j'ai vu qui plante à chaque fois, c'est moi je pourrais m'investir plus tard. Genre toi tu t'investis à fond et ton pote il dit ouais non mais là j'ai besoin de gagner ma vie, tu comprends, vas-y lance-toi toi et moi je te rejoins après. Ça marche jamais ça. Je te dirais comment tu choisis ta meuf quoi, c'est pareil, c'est un jour tu tombes sur un mec et puis vous parlez et puis ça le fait quoi. Il y a un autre truc aussi, c'est je comprends pas les gens qui parlent pas de leurs idées. Une idée ça ne vaut walou que dalle, c'est de la shit franchement une idée. Ce qui est important c'est l'exécution. Tout le monde a eu l'idée du beurre, tout le monde a des idées dans tous les sens. Tu peux avoir l'idée que tu veux, si tu l'exécutes pas de toute façon il se passera rien. Donc parle de ton idée le plus possible. Je sais que moi quand j'avais l'idée du truc de social shopping là, laisse tomber, j'en parlais mais tout le temps, toutes les soirées, tout le temps je parlais que de ça. Puis boum, à un moment tu rencontres des gens qui te parlent de trucs et tu vois. Si tu gardes ton idée pour toi, ça ira beaucoup moins vite pour trouver quelqu'un d'autre. En fait, à partir du moment où déjà ton idée va être en ligne, n'importe qui peut la faire. Donc ok, tu auras gagné un peu de temps. C'est comme les gens qui veulent faire un site parfait avant de le lancer. Ok, ils vont être 6 mois à le développer, sauf que dans 6 mois, quand il sortira, en fait, ils auront déjà changé d'idée, changé d'envie, ils seront passés à d'autres trucs. Donc, Et puis, de toute façon, tu te lances, si ton idée elle est bonne, tu auras 3 compétiteurs directs et ce sera celui qui exécute le mieux qui va gagner quoi. Franchement, il y a rarement, et je pense que ça peut se prouver même, il y a plein de mecs qui ont cartonné alors qu'ils se sont lancés en 2e ou en 3e ou en 4e. L'idée est importante, mais ce qui compte, c'est l'exécution, c'est l'énergie que tu vas mettre et l'équipe, ouais, carrément l'équipe. Parce que si tu te plantes, tu vois, Minebuzz, on a fait 3 pivots, si on était resté buté sur un truc, c'est l'équipe, c'est à quel point vous êtes soudés, à quel point vous êtes prêts à changer les choses. Je trouve qu'il y a 2 types de pivots. Il y a les pivots quand ça se passe bien, c'est-à-dire que quand tu es en croissance et que tu as de l'argent, c'est les pivots plutôt cool, et tu as les pivots moins cool quand tu n'as plus d'argent et que c'est la merde. Le premier pivot sur fermer le site, c'était une intuition très forte. Ça a toujours été des intuitions. En fait, tu te lèves au bout d'un moment, je sais pas, il y a un truc, tu fais que y penser en fait. Tu te dis faut qu'on ferme le site, faut qu'on ferme le site, faut qu'on ferme le site. En fait, ça t'obsède en fait. Et à un moment, tu te dis ça m'obsède tellement que de toute façon, j'ai fait ça pour pouvoir un peu prendre des risques et faire des kiffs quoi. Donc t'y vas quoi. Et après il y a le mauvais pivot où en fait tu vois que ça marche pas et c'est le marché qui te dit ton idée est de la merde et là il faut que tu dises ok avec les ressources que j'ai, avec ce que je connais, comment je peux faire autre chose sans tout péter quoi. Nous on a rejoint un TF1 qui a maintenant créé un groupe qui s'appelle Unify, qui est l'entité digitale où ils ont mis toutes les sociétés qu'ils ont récupérées. Donc il y a Doctissimo, Au Féminin, My Little Paris, il y a plein d'autres médias. On est 18 marques médias, enfin 18 sociétés parce que c'est pas que des médias. On est 900 personnes donc on va grandir avec ce groupe et on va commencer à créer des synergies avec toutes les marques, voir comment mutualiser plein de choses, qu'il y a plein d'expertise dans le groupe. Il y a du trading, il y a de l'achat, il y a plein de choses. Donc, le futur, en tout cas, est très axé sur ce groupe Unify. Chacun recrute un peu les personnes dont il a besoin. En fait, on développe, je sais pas, quelqu'un a besoin d'un chef de projet dans son équipe. On lui dit, OK, t'as le budget, et à partir de là, c'est lui qui fait le recrutement. Ce qu'on a quand même bien fait chez nous, c'est qu'on demande à la personne de se présenter, surtout pas à partir de l'école. Chez l'école, on s'en tape. Qu'est-ce que tu fais maintenant et pourquoi tu veux venir? Tu vois, on rentre direct dans le truc. Après, on a 2-3 critères qui sont, tu vois, est-ce qu'on a rigolé pendant l'entretien? Est-ce qu'on s'est détendu? Est-ce que le mec est sympa?
On lui fait aussi un peu peur, genre ça va changer, ça va bouger très vite. Bon, les gens ils sont super excités, ouais j'adore le changement, puis 4 mois après, ça va trop vite. Mais non, et on a la chance d'être assez connu auprès des jeunes, donc on reçoit vachement de CV quand même, tu vois. Ouais, alors celle que je citais tout le temps avant, c'était Confucius, trouve un travail que t'aimes et tu ne travailleras plus jamais de ta vie, mais celle qui maintenant est ma numéro 1, c'est celle de Nietzsche qui dit « Celui qui a un pourquoi peut vaincre tous les comment ». Je vous laisse méditer sur ça. Je pense que c'est propre à la vie tout court en fait. Est-ce que tu as envie d'être sur ton lit de mort avec des regrets? Je pense pas. Donc faut tester les trucs et surtout je pense que ceux qui avancent vite dans la vie, c'est ceux qui prennent les erreurs non pas comme des regrets mais en se disant j'ai testé les choses. Et il y en a d'autres qui se morfondent sur leur sort en disant j'aurais jamais dû faire ça, j'aurais jamais dû. Je pense qu'il faut avancer vite dans la vie et plutôt tomber, mais ce qu'on dit c'est fall forward quoi. C'est tombe de l'avant, relève-toi et tombe de l'avant et ainsi de suite. Tu vois. Le monde il va tellement vite les gars, si tu fais pas d'action. En fait si tu restes immobile, en fait moi j'adore cette image qui est le monde il bouge tellement que si tu restes immobile tu tombes. Ouais. Tu vois. Et si tu vas pas à la même vitesse que le monde, t'es out. Enfin, c'est comme les grandes boîtes, elles se rendent pas compte, il y a des grandes boîtes qui tu vois, genre comme Whole Food qui se fait racheter par Amazon. Enfin, c'est comment s'appelle la boîte de téléphone là, les Nokia 3310. Enfin, tu vois, il y a des trucs qui vont tellement vite dans la vie. Il y a 10 ans, il y avait l'iPhone, il n'y avait pas Facebook. Enfin, tu vois, le monde il va à une vitesse que et je pense pas que ça va ralentir quoi.